Bonsoir Emmanuelle Lallemand. Bonsoir. Vous êtes anthropologue, vous travaillez entre autres sur la fête, mais aussi sur les villes. Vous avez d'ailleurs publié La ville marchande, enquête à Barbès, un quartier emblématique que vous avez sillonné, donc que vous connaissez très bien, avec comme centre névralgique Tati. Tati qui, ça y est, met la clé sous la porte. C'était quand même plus qu'un magasin. Tati, c'était devenu une attraction finalement. Oui, c'était une attraction, c'était un univers en fait, un univers sans doute marchand. C'était un magasin quand même avant tout, avec beaucoup de marchandises et une scénographie de marchandises très particulière, parce que ça jouait sur l'accumulation, l'abondance, on avait le droit de toucher la marchandise, enfin, c'était la foule qui se retrouvait chez Tati. Mais c'est aussi une scène urbaine, c'est ça qui est intéressant pour une ethnologue, c'est-à-dire de voir à quel point un commerce peut faire la ville, peut définir un quartier. Et là, on avait vraiment un magasin qui définissait un quartier emblématique de Paris, qui était celui de Barbès. Oui, avec une sorte de centre où on venait de toute la France, les lignes de métro qui se croisaient, quelque chose d'assez accessible et qui avait d'ailleurs transformé un quartier. Voilà, c'est-à-dire que vraiment les magasins Tati ont eu ce génie de s'installer sur ce carrefour Barbès qui est au croisement de deux lignes de métro qui traversent Paris d'est en ouest et de nord au sud, dans ce boulevard quand même assez emblématique, près de la Goutte d'Or quand même, cher à Émile Zola. Quartier très populaire. Quartier très populaire, donc le génie de se positionner dans ce quartier qui ne demandait finalement qu'à se développer de ce point de vue-là. Et puis, en effet, cette idée de fourmillement de population, c'est-à-dire que ça raconte aussi l'histoire du peuplement de Paris, du peuplement de la France. On a effectivement toutes les vagues migratoires qui passent à Barbès, qui sont passées à Barbès. Et moi, quand je faisais mon enquête dans les années, on disait fin des années 90, je voyais effectivement beaucoup de gens qui venaient un peu partout dans le monde, mais aussi de province. Il y a la gare du Nord toute proche. Donc, on venait passer la journée à Paris, à Barbès, tout près de Montmartre, le marché Saint-Pierre à côté, et on faisait évidemment un tour chez Tati pour aller faire des affaires. Et puis alors, c'est vraiment une saga à raconter qui est assez passionnante, parce que c'est une saga familiale. Oui, et ça, on aime bien, nous les Français, les sagas familiales, commerciales. C'est très filmique. Une réussite par le commerce, de ce génie du commerce. On l'a appelé le génie du commerce. Il a inventé le discount, qui était Jules Wacky, le fondateur donc de cette enseigne Tati. Dans les années, on va dire, c'était en 48 en fait, le premier magasin Tati. Une toute petite boutique, 48 mètres carrés, quelque chose comme ça, sur le boulevard Rochechouart. Dans un quartier où il faut s'imaginer, à Barbès à l'époque, beaucoup d'hôtels un peu sordides. Voilà. Beaucoup d'hôtels de passe. Voilà, on disait que c'était finalement un quartier qui était vraiment interlope, voilà, c'est dangereux. Et puis voilà, ce commerçant qui s'installe et qui fait un commerce très ouvert sur l'espace public, c'était la caractéristique des magasins Tati, c'est-à-dire qui enlève cette barrière et cette frontière qui était la vitrine, et dans laquelle du coup tout le monde pouvait entrer et sortir avec ces fameux bacs qui étaient sur le trottoir et qui faisaient qu'on pouvait aborder cet espace marchand, se sentir libre d'acheter ou de ne pas acheter et de toucher la marchandise. Ça fait penser à ce fameux slogan Tati, la rue est à nous. Et ça, c'était très disruptif finalement à l'époque. C'est ça, les commerces n'étaient pas du tout ouverts à tout le monde avec des allées et venues comme bon nous semblait. Alors, la rue est à nous, c'est un slogan qui date plutôt, on va dire, des années 2000. Tard, oui. Mais c'est vrai qu'au démarrage de Tati, on sait qu'à l'époque, l'univers marchand, c'est un univers quand même de boutique. Il y a les marchés alimentaires, mais sinon, c'est un univers de boutique. C'est très fermé. C'est très fermé. Il faut quelquefois frapper ou sonner à l'entrée. Et surtout, quand on rentre dans un commerce, dans les années 50, on est obligé d'acheter. Et ce n'était pas du tout le cas chez Tati, parce qu'il n'y avait pas de vendeuse qui venait pour être trop insistante. Ouais. On pouvait entrer, toucher la marchandise, acheter ou ne pas acheter. Le fait que ce soit peu cher, qu'il y ait un renouvellement permanent des stocks, faisait qu'il y avait une séduction marchande qui faisait que les gens achetaient beaucoup. Et alors, qu'est-ce qu'on y trouvait chez Tati ? Parce que les clients étaient eux-mêmes extrêmement variés. Vous dites, on pouvait autant retrouver l'étudiant fauché que l'ouvrier immigré, que la bourgeoise du 16e arrondissement. Et pourtant, ils se mettaient d'accord pour y acheter des produits, parfois peut-être avec des points communs. Absolument. Alors au départ, c'est beaucoup du linge de maison et aussi de la lingerie. Il y a eu la grande époque avec cette marchandise symbolique qui était le collant pour femmes à 1 franc. Ça a été comme ça, voilà, c'est ce qui a fait que plein de gens se sont retrouvés dans ces commerces, à la fois, comme on disait, la bourgeoise du 16e et puis la femme d'ouvrier du quartier. Et puis ça s'est évidemment beaucoup diversifié, donc linge de maison, lingerie, vêtements, beaucoup de choses pour la maison, et puis c'est devenu pratiquement une marque, c'est-à-dire que ça s'est décliné avec vraiment la marque
Tati sur un certain nombre de marchandises qui pouvaient être à la fois des vêtements, mais ça pouvait aller jusqu'aux bijoux, jusqu'aux robes de mariée, puisqu'il y avait effectivement, Tati pendant un temps a été le plus grand vendeur de robes de mariée en France. Il y a Jean-Paul Gaultier qui disait chez Tati Mariage, c'est ça, hein, on trouve toujours des pépites, il y a des jerseys fluides, métallisés, sublimes, beaucoup plus jolis que certains tissus de grands fabricants. Oui, je sais que Jean-Paul Gaultier a beaucoup observé, comme moi, Barbès. Il a trouvé beaucoup d'inspiration. Il a travaillé d'ailleurs une de ses collections, il l'a appelée Barbès, et il s'est beaucoup inspiré à la fois de la rue, parce qu'il y a un spectacle de la rue à Barbès avec ce mélange de population, et puis un spectacle marchand où on voit effectivement, comme il le dit, des étoffes, des amoncellements de marchandises chez Tati Mariage, mais pas seulement, aussi toutes les boutiques Tati qui montraient ces marchandises, ces tas, ces accumulations de marchandises qui pouvaient être aussi bien des vêtements, mais aussi beaucoup de linge de maison. C'était très important pour s'équiper à l'époque. Comment est-ce qu'on explique que cette marque finalement très popu arrive à se transformer en marque finalement assez branchée? On l'a vu avec Jean-Paul Gaultier. Je me souviens aussi de coups marketing inédits comme le partenariat avec le grand couturier Azzedine Alaïa, qui était ce qui se fait beaucoup plus aujourd'hui, mais à l'époque c'était très rare, une sorte de collection, de partenariat, de collection capsule comme on dit. Voilà, Fabien Waki, qui était donc le successeur de Jules Waki, a inventé les premières collections capsules, notamment en faisant appel au grand couturier Azzedine Alaïa, qui avait fait une collection dans les années 90 dédiée à Tati, avec cet imprimé, ce Vichy rose le fameux et blanc, Vichy rose. voilà, très, très connu, et qu'il l'avait décliné sur un certain nombre. Alors, sur une collection à lui, une très belle collection d'Azzedine Alaïa, qui a donc défilé sur des podiums, mais aussi sur un certain nombre de produits qu'on pouvait trouver dans les magasins Tati, qui étaient des espadrilles, un t-shirt et un sac, un cabas en fait. Et est-ce que ça a marché ou est-ce que c'était le début aussi finalement d'un dénaturer un peu aussi l'âme de Tati, qui était quelque chose de très populaire et très accessible et très peu cher? Alors d'aucuns disent que c'est le début effectivement d'une forme de déclin, c'est-à-dire à partir du moment où Tati a voulu côtoyer la haute, comme on dit, où Tati a voulu devenir non plus popu, mais de passer vers le chic. Où là, les partenariats qui ont été faits, le fait de s'adresser à une clientèle qui n'était pas forcément la même, a pu, pour certains, considérer effectivement que c'était le début de la fin, tel que effectivement le mythe fondateur, tel que l'avait créé Jules Waki le voulait. Qu'est-ce qui a achevé Tati, puisqu'aujourd'hui, c'est fini? Je pense que c'est multifactoriel, comme beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'on le voit à l'arrivée d'un certain nombre d'autres discounters dans la ville. Tati a été longtemps un des seuls. Mais finalement, qu'est-ce qu'une ville marchande maintenant? C'est une ville qui est faite de grandes enseignes internationales, qui elles-mêmes vendent très peu cher, qui elles-mêmes permettent de fouiller, de prendre la marchandise, de l'essayer, de la changer, de venir... Bon, c'est vrai que Tati n'était plus aussi, on va dire, concurrentiel, compétitif qu'avant. Il s'est beaucoup développé à la fois dans Paris, mais aussi dans un certain nombre de villes dans le monde. Il s'est beaucoup internationalisé et c'est vrai que c'est une démarche qui n'a pas forcément marché. Quand Tati a ouvert sur la 5e avenue à New York, c'était beaucoup plus symbolique que réellement commercialement efficace. De même rue de la Paix à Paris, on voit à quel point c'était une expansion qui était très symbolique et très importante pour ce monde marchand parisien avec cette histoire-là, mais qui a connu un déclin parce que le monde du commerce et le monde de la ville évoluent. A bien changé, les modes de consommation aussi, et puis les loyers aussi qui ont fortement augmenté, notamment dans la capitale. Merci encore Emmanuelle Lallemand. Je rappelle le titre de votre livre, La ville marchande, en quête à Barbès. Tout de suite, c'est dans l'air, une émission intitulée ce soir Turquie, Haute Sahel, le retour du shérif américain. Bonne émission.